Bonjour et bienvenue au 13e congrès de la Fondation de l'Avenir pour se réunir autour du thème des frontières et la circulation des connaissances et des savoirs. Pour télécharger le programme complet, vous avez des QR codes, vous pouvez les scanner, donc un peu partout dans la salle. Il s'agit d'un événement majeur pour la Fondation, organisé tous les 2 ans avec le soutien de la Matmut et en partenariat avec l'Académie nationale de chirurgie. Au programme, ce matin, nous discuterons de la place du patient dans les essais cliniques et thérapeutiques, de l'interdisciplinarité dans la recherche médicale, des articulations entre la recherche publique et le monde économique dans le développement des innovations et enfin de l'accès aux données de santé. La Fondation est heureuse d'inviter et de réunir son environnement, ses partenaires et des spécialistes de la santé pour ce moment de réflexion pour construire la santé de demain. Pour nous en parler ce matin, nous commencerons par quelques mots introductifs de la part de Marion Lelouvier, présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir, puis le professeur Hubert Johannes, secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie, et enfin Daniel Avis, président du conseil de surveillance. Marion, je vous laisse introduire. Merci beaucoup, Élodie. Pardon, je parle trop fort. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce moment de partage, de découverte et aussi de fierté. C'est un moment de partage puisque c'est le principe même d'une fondation. J'ai l'habitude de dire depuis presque 3 ans qu'une fondation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un carrefour entre différents univers et en général entre différents univers qui, dans une fondation, arrivent à se côtoyer, à parler et à construire ensemble. Et puis évidemment, le partage, c'est les fondements même d'un congrès scientifique. Dans cette édition, nous renouons aussi avec la tradition des congrès 100% présentiels. On en avait été privé il y a 2 ans, où on avait basculé au dernier moment sur une édition totalement distancielle avec la résurgence de la pandémie, et on s'était senti un peu privé de cette parenthèse qu'on attend tous les 2 ans. Donc c'est évidemment un moment de fierté qui est partagé par l'ensemble des acteurs de la Fondation au quotidien. Fierté de cette excellence de la recherche en France, qui est une excellence de la recherche médicale, paramédicale, en sciences humaines et sociales, en mathématiques, en biologie, en chimie, parce que vous allez voir ce matin dans l'interdisciplinarité, on a un petit peu toutes ces disciplines qui vont se rencontrer et s'exprimer. Et puis c'est notre fierté, parce que c'est un petit peu ce qui fait sens dans le quotidien de la Fondation, qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc le congrès, c'est à la fois une parenthèse dans notre flux quotidien et aussi un point d'exclamation qui montre les résultats intermédiaires ou les résultats finaux des travaux de recherche qui sont réalisés depuis plusieurs années. Là encore, on sait à quel point la recherche est un travail sur le temps long, même quand on parle de recherche appliquée. Alors, quand on est fier, eh bien, il faut dire merci. Merci pour cette nouvelle édition, pour laquelle je voudrais vraiment remercier le comité de pilotage du Congrès, qui, avec l'Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes, nous a aidé à concevoir le programme, à identifier les intervenants. Donc merci évidemment à tous les intervenants qui s'exprimeront ce matin, aux mécènes majeurs de la Fondation de l'Avenir qui permet tous les 2 ans de financer ce congrès et puis les autres années de financer nos trophées. Merci à toutes les équipes qui ont préparé cet événement, à la Fondation Birmans-L'Apôtre qui nous reçoit, à notre animatrice Élodie Chabrol. Et puis cette édition, elle permet de montrer à quel point on travaille aussi dans une fondation sur un sens collectif. Donc j'ai cité pas mal d'intervenants pour la préparation de cet événement. C'est aussi le quotidien de la fondation, avec une équipe de collaborateurs qui est riche et diversifiée dans tous ses métiers, avec des élus et des instances, entre le conseil de surveillance, le directoire, le conseil scientifique, le comité financier et le comité de contrôle interne, qui sont des bénévoles qui œuvrent pour la fondation. Et puis, encore une fois, c'est un lieu de rencontre avec nos mécènes et nos donateurs, de qui on tire toutes nos ressources financières et à qui on peut, grâce à qui on peut ensuite soutenir la recherche et les chercheurs. Et donc, puisque le congrès, c'est aussi un exercice collectif,
je donne la parole au professeur Hubert Joannet, qui est secrétaire de l'Académie de chirurgie, qui est également membre du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir en tant que partenaire institutionnel. Merci Marion. On est effectivement très content d'être partenaire depuis de nombreuses années. En fait, on fait à peu près le même boulot, mais dans des domaines différents. On essaye de promouvoir des leaders, des innovations. Alors nous, on est plutôt concentré sur les chirurgiens. Et la Fondation, elle fait à peu près la même chose, mais son champ est beaucoup plus large puisqu'elle gère les chirurgiens, les médecins, les soignants, les équipes soignantes, ce qui est très essentiel, de plus en plus important. Alors aujourd'hui, on va sortir de notre zone de confort. On va parler d'interdisciplinarité. Parce qu'effectivement, il faut apprendre à comprendre ce que veut dire l'autre. Parfois, il parle avec des mots qu'on ne comprend pas. Et cet effort, ça nous enrichit. À l'Académie de chirurgie, nous avons 13 en France, il y a 13 spécialités chirurgicales. Eh bien, quand une jeune chercheure gynécologue s'inspire des techniques robotiques des neurochirurgiens, elle élargit son champ d'action, son champ d'activité, pour que qu'à terme, ça bénéficie aux patients. En réalité, toute l'histoire des sciences est faite comme ça. Quand Joseph Lister, chirurgien écossais, lit et visite Louis Pasteur, qui est un chimiste, il invente l'antisepsie. Quand Karl Storz, industriel allemand, rencontre Harold Hopkins, physicien qui s'intéresse à l'optique, ils vont populariser l'accès à l'endoscopie dans le monde entier. L'endoscopie et la cystoscopie. Harold Hopkins, c'est un boursier, c'est un type qui travaille donc par hasard en physique et par hasard pendant la guerre, on lui a dit vous allez bosser dans une boîte d'optique. Il invente en 1949 le zoom parce que la BBC n'arrivait pas bien à suivre les courses de lévrier, donc ils avaient besoin d'un zoom. Et au fur et à mesure, il inventera la fibre optique. C'est lui qui a inventé la fibre optique. Et parce qu'il est multilingue, il peut communiquer avec un industriel, Karl Storz, et ils vont inventer, avant la diffusion de la fibre optique, tout ce qui concerne les endoscopes. Vous voyez que ces exemples sont des exemples parfaits de transdisciplinarité. Alors qu'est-ce qu'on fait dans notre domaine, nous, les médecins, les soignants ? On fait par exemple des réunions de concertation pluridisciplinaires. Depuis une quarantaine d'années en France, les patients qui sont pris en charge pour des cancers sont obligatoirement traités en réunions multidisciplinaires. Et dans ces réunions, on a découvert que finalement, le chirurgien apprenait du chimiothérapeute, qui lui-même apprenait du radiothérapeute, qui maintenant apprend de la psychologue, qui apprend de la diététicienne, et tout ça est très enrichissant pour une meilleure prise en charge des malades. On va le voir ce matin. On va parler des adipocytes, les cellules graisseuses. La graisse, ça a mauvaise réputation. Et pour autant, dans ces cellules, c'est une grande source de facteurs de croissance et de régénération tissulaire. Encore un exemple de transdisciplinarité. On va parler des data. Pourquoi les data d'un patient ne profiteraient-ils pas au mieux aux autres patients ? Il y a des milliards de data et il faut que ces data puissent être utilisés pour servir aux autres patients. Je discutais tout à l'heure avec Jean-Jacques Lemaire, président du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir, en lui disant qu'on avait l'œil sur un gynécologue, un chirurgien gynécologue, qui nous paraît très prometteur. Il me dit « il est bon ». Mais le plus fort, celui qui est absolument fantastique, c'est l'ingénieur qui travaille avec lui. Et donc,
cette transdisciplinarité, c'est une force, ça nous enrichit. Et donc, on va passer une excellente matinée. Voilà. Et donc, à l'Académie de chirurgie, on se félicite tous les ans, il n'y a pas seulement les années des congrès d'ailleurs, d'avoir un partenariat avec la Fondation de l'Avenir, parce que justement, ça permet de mettre en exergue, de donner des moyens à des jeunes et à des chercheurs qui permettent une meilleure prise en charge pour les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle Daniel Avis, qui, pour cette introduction, intervient en tant que président d'honneur du groupe Matmut, élu à l'Assemblée des mécènes de la Fondation, au Collège des mécènes du Conseil de surveillance. La Matmut, bon, vous le savez, elle est proche de la Fondation depuis bon nombre d'années, puisqu'elle était dans les fondateurs. Mais à la différence de certains, elle n'a pas oublié qu'elle était dans les fondateurs et elle est restée à ses côtés, même si la génétique de la Fondation, n'est-ce pas Serge, était plutôt du côté de la FNMFAE que du côté des horribles interprofessionnels que représentait la Matmut. Un peu d'archéologie mutualiste ce matin pour se réveiller. Alors, la Fondation Paul Bento, elle a été créée en 2006, elle, en hommage au fondateur de la Matmut, Paul Bento, mutualiste, MGEN, à l'origine, comme quoi on fait tous de grandes choses. Et sa mission, c'est traumatologie et post-trauma, la dépendance liée à une maladie progressive et irréversible, et la recherche contre les maladies chroniques. Ab initio, comme on dit pour faire chic, la Matmut travaillait essentiellement, voire même exclusivement au travers de la Fondation, avec des structures de mutualistes, ce qu'on appelle du livre 3. On a élargi le champ en passant à l'intégralité du service public hospitalier. Je crois que c'est un élargissement utile et heureux. Donc, dans le champ d'action de la Matmut, aujourd'hui, on retrouve la Fondation de l'Avenir, bien sûr, la Fondation Paul Bento, fondation abritée. On a mis en route un cycle qui fonctionne bien. Le Fonds Avenir Santé Numérique, on ne peut pas l'oublier, qui, depuis 2017, se déploie avec d'autres mécènes en mutualité, mais aussi à l'extérieur, puisque la Fondation Pierre Fabre est avec nous. En termes de partage de la connaissance et des avancées de la recherche, deux événements se succèdent alternativement. Le congrès, les années impaires, et la cérémonie des trophées, les années paires, avec la remise du prix Matmut de l'innovation médicale, ce qui nous a permis de primer l'année passée le professeur Jocelyn Ouenou, médecin psychiatre à Henri Mondor à Créteil, chercheur à l'INSERM et Neurospin CEA, pour son travail sur l'utilisation de la neuroimagerie IRM cérébrale permettant d'étudier l'anatomie et le fonctionnement du cerveau normal ou avec troubles cognitifs. Cette collaboration qui a été initiée entre la Matmut et la Fondation a de plus en plus de sens. Aujourd'hui, dans un contexte où le soin, la recherche appliquée aux patients est de plus que jamais une attente et un besoin exprimé par nos compatriotes et les intervenants, ainsi que par les intervenants du système de santé qui veulent des résultats au plus près des malades. Ce travail fédérateur autour de la place du patient est un élément important pour la Matmut. Je crois qu'il l'a toujours été au regard de son implication dans le monde de l'économie sociale en général, de la mutualité en particulier, au regard de sa raison d'être pour assurer, accompagner, protéger tout un chacun dans sa vie et donc en santé, inclusion et bien-être. À ce titre, quelque part autour de la Matmut, on retrouve, si on veut regarder d'un petit peu près, tout un écosystème, la Fondation, pas loin, de l'autre côté du boulevard, l'IMM,
des sociétés de recherche et des établissements sanitaires tels que la Gabrielle, le Parc de la Clé ou encore CARPAP, qui mettent le patient ou la personne en situation de handicap au cœur de leur projet. N'oublions pas non plus un centre de santé dans le 5e arrondissement, pouvoir se faire soigner en secteur 1 au cœur de Paris. C'est aussi un enjeu social, c'est un enjeu sanitaire, je crois que c'est important. C'est aussi une façon de lutter contre le renoncement aux soins, permettre et le désengorgement des urgences à l'hôpital, deux objectifs tout à fait raisonnables. Cette matinée rassemble les voix des financeurs de santé, des chercheurs dans de nombreuses disciplines et des patients, afin d'avancer pour le bien-être de tous. Nous aurons donc, si j'ai bien vu, 4 temps forts au programme. L'évolution de la place du patient dans la recherche médicale, c'est bien qu'il soit au cœur quand même. Le dialogue entre les différentes disciplines autour de la santé et les métiers qui œuvrent aux soins et la recherche. L'importance de développer les partenariats publics-privés dans la recherche en santé. Et enfin, la question de l'accès et du partage des données de santé. Voilà, avant de passer la première partie, quelques mots sur le baromètre de recherche médicale, dont une revue de littérature intermédiaire va vous être présentée. Cette démarche a été lancée en 2020 avec le prédécesseur de Marion, Dominique Le Tourneau, pendant la pandémie, actualisée en 2022. C'est un outil inédit permettant d'évaluer auprès des Français et des acteurs de santé les connaissances, les attentes et les priorités dans ce domaine. Le sondage d'opinion est réalisé avec l'Institut de sondage BVA Santé. L'objectif de l'étude qui va vous être présentée est de retracer l'histoire de la construction de la place du patient dans la recherche sur un plan sociologique, ainsi que de comprendre les modalités d'action individuelle et collective contemporaine de l'individu pour devenir acteur de sa santé. Je cède la place, je rends la parole à Élodie Chabrol qui anime notre matinée. Et puis, je vous souhaite bien évidemment un bon congrès à toutes et à tous, et je vous dis à tout à l'heure. Marion.